Aujourd'hui, on va parler de réglementation. On va parler de la réglementation de la DeFi et des DAO en France et en Europe. Donc les débats vont d'abord commencer par une introduction côté Adan sur un petit état des lieux de la réglementation de la finance décentralisée en Europe. Puis on laissera place à une discussion assez ouverte avec plusieurs experts sur le sujet concernant la réglementation des DAO en France. Donc petite intro de 15 minutes côté Adan, puis une table ronde d'environ une demi-heure. Et on terminera cet événement par un petit cocktail pour avoir des discussions informelles entre nous tous sur le sujet. Donc pour cette petite introduction, l'association présentera le futur de la réglementation de la DeFi. Ce sera présenté par Faustine Fleuret, qui est présidente et directrice générale de l'ADAN, et par moi-même, Hugo Bordet, qui est responsable des affaires réglementaires de l'association. Donc, avant de vous présenter cette timeline réglementaire, peut-être vous représenter un petit peu ce que c'est l'ADAN pour ceux qui ne connaîtraient pas. Faustine, après toi. Bonjour à tous et merci d'avoir bravé les grèves, les gaz lacrymogènes pour venir parler de réglementation. Il faut saluer votre persévérance. Et merci beaucoup à Comet de nous accueillir aujourd'hui pour ce meet-up sur la réglementation de la DeFi et des DAO. Et merci en anticipation à nos intervenants de tout à l'heure qui vont pouvoir approfondir effectivement cette introduction assez générale sur la DeFi, ce que l'ADAN fait. Et ce que l'on va devoir faire dans les prochaines années, avec justement une présentation du calendrier qui vous attend, de comment vous allez être mangé. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, au demeurant, donc l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, nous sommes une association professionnelle dont le but est de fédérer, représenter et porter la voix des entreprises qui bâtissent aujourd'hui la nouvelle économie du Web3, dont la DeFi en réalité fait partie. Et pour cela, on a plusieurs missions pour aider cette économie à se développer. D'abord, vous faire connaître, parce qu'en réalité, on connaît un petit peu les cryptoactifs, parfois seulement le Bitcoin, mais côté institution, côté autorité, il y a un réel besoin de comprendre l'économie réelle et les opportunités derrière, de voir se développer les entreprises. Donc on a une mission de vous mettre en valeur, de vous valoriser et de vous faire connaître auprès de ces interlocuteurs. On doit lever tous les freins au développement qui vous sont posés, notamment par des industries qui ne sont pas forcément ravies de vous voir vous développer. Des problèmes qui sont de longue date, notamment la bancarisation, la recherche d'investissement, le développement de produits d'assurance pour ces nouvelles activités, etc. Le pilier qui va nous intéresser aujourd'hui de la mission de l'association, c'est notre participation au débat réglementaire dans des temps qui nous permettent de pouvoir créer, accompagner le développement du cadre réglementaire le plus adapté et approprié possible. Et enfin, et c'est un sous-jacent à l'ensemble de ces missions, nous faisons énormément de pédagogie, comme aujourd'hui, auprès de tous les interlocuteurs qui vont en avoir besoin, toutes les parties prenantes à ces débats réglementaires, aux besoins que vous avez pour vous développer, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Donc voilà, ça fait un peu d'occupation pour toute l'équipe de l'association. Et donc, nous représentons beaucoup d'acteurs différents, dont les acteurs de la DeFi, la finance décentralisée. Et nous souhaitons, par cette introduction rapide, vous présenter le calendrier réglementaire, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer, et qui va concerner les acteurs de la DeFi, et sur lequel c'est important que vous soyez informés, et surtout que vous soyez partie prenante dans ces débats, et que vous soyez consultés, au travers notamment de la voix de l'association. Donc pour cette timeline, je rends la parole à Hugo, et je compléterai au besoin ou pas. Effectivement, merci beaucoup Faustine. Alors je m'excuse par avance, je constate que c'est pas parfaitement clair, mais on pourra vous renvoyer les slides en parallèle si besoin. Donc on vous a fait une petite feuille de route qui concerne exclusivement le cadre applicable à la finance décentralisée. Si on prend un spectre un peu plus large concernant les cryptoactifs, il y a effectivement d'autres réglementations qui vont entrer en jeu. Il y a aussi des réglementations qui pourraient avoir un impact potentiel sur la finance décentralisée dans les prochaines années, mais dont les développements réglementaires sont encore en cours et dont on n'a pas forcément de certitude. Je pense au Data Act. C'est un règlement qu'on n'a pas inclus dans cette feuille de route réglementaire. Pour cette présentation, c'est exclusivement concentré sur les dispositions qui visent directement la finance décentralisée dans les dispositions du texte.
Donc on a décidé de faire une feuille de route sur 3 ans en partant de cette année pour aller jusqu'à 2025, sachant que MiCA, qui a été le premier bloc visant à réglementer le secteur des cryptoactifs, a été publié en 2020 dans un contexte où la finance décentralisée était en train de se développer après le DeFi Summer. Et donc les institutions européennes, à cette époque-là, n'avaient pas forcément connaissance de l'émergence de cet écosystème extrêmement innovant, mais les choses ont bien évolué depuis lors. Donc pour commencer, sur le début de l'année 2023, on a le lancement par la Commission européenne d'une étude sur la supervision intégrée de la finance décentralisée. Donc la Commission européenne avait fait un appel pour recueillir des candidatures, des projets du secteur de la finance décentralisée, afin de mettre en place un système pour surveiller, avec des outils on-chain, des outils adaptés, le fonctionnement de la finance décentralisée et savoir comment pouvoir récolter de manière automatisée des données dans l'écosystème pour pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance poussés. Donc pendant les prochains mois, la Commission travaillera avec des acteurs du secteur, qui n'est pas encore public, pour mettre en place ces systèmes de surveillance adaptés à ce nouveau secteur. En parallèle, depuis juillet 2021, on a le paquet anti-blanchiment qui a été publié et qui contient le texte AMLR, un règlement anti-blanchiment qui vise à harmoniser la lutte contre le blanchiment au niveau de l'Union européenne et qui, dans ses récents débats au niveau du Parlement européen, prévoit certaines dispositions qui viseraient à assujettir les protocoles de finance décentralisés et les DAO à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en considérant par moment que si elles sont contrôlées directement ou indirectement par des personnes, elles pourraient, dans certaines situations, être assimilées à des prestataires de services sur actifs numériques au titre du règlement MiCA, et donc devoir respecter des obligations de blanchiment. Et le texte prévoit notamment que les développeurs et les opérateurs de protocoles de finance décentralisés devraient évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme lorsqu'ils développent un protocole de finance décentralisée. Donc c'est assez intéressant, ça démontre la volonté du régulateur d'encadrer les risques de blanchiment dans le secteur de la DeFi. Ce qui est peut-être un peu plus déplorable, c'est que c'est à travers des outils qui ne sont pas forcément adaptés et qu'il n'y a pas une ouverture suffisamment intéressante pour exploiter les opportunités offertes par les réseaux blockchain pour mieux détecter ce type d'infraction. Et donc on repasserait par des process assez traditionnels qui ne sont pas forcément adaptés à la finance décentralisée. C'est un texte sur lequel l'association se positionne, qui fera bientôt l'objet d'un texte de compromis au niveau du Parlement et qui mènera à une phase de trilogue. Une phase dans laquelle le Parlement, le Conseil de l'UE et la Commission vont échanger pour arriver sur un texte final. Et donc pendant cette phase, on sera force de proposition pour essayer de faire en sorte que cette disposition qui vise à encadrer la DeFi et les DAO soit au mieux supprimée, puisque ce n'est pas forcément l'objet du texte et ce n'est pas forcément en conformité avec ce qui avait été décidé dans MiCA ou dans la situation la plus extrême, essayer d'adapter au mieux ce qui est prévu par ce texte, bien que ça ne soit pas un article du texte, c'est dans les récitals, dans les paragraphes d'introduction, mais ça a quand même sa portée juridique. En parallèle de ce règlement LCBFT, vous verrez qu'on a mis une petite référence à MiCA qui devrait entrer en vigueur en avril 2023. Donc entrer en vigueur, ça signifie qu'il sera publié au sein du journal officiel de l'Union européenne. Donc MiCA vise pas, comme je l'ai expliqué précédemment, à encadrer la DeFi, mais il pourrait potentiellement avoir des implications indirectes sur l'écosystème, notamment en ce qu'il encadre les stablecoins et notamment les stablecoins algorithmiques, avec par moment une dissociation assez floue entre la classification des cryptoactifs qui pourraient être émis de manière centralisée ou de manière décentralisée. Donc l'évolution du texte et les textes de niveau 2 qui seront émis par la suite nous permettront de mieux fixer cette limite et ça aura des implications qui seront très importantes pour le coup. Fin 2023, début 2024, il y a aussi les organisations internationales qui vont se positionner sur le sujet en mettant en place des recommandations politiques sur la finance décentralisée. Donc, depuis plusieurs années, en fait, ces organisations internationales se positionnent sur le sujet,
mais c'est vraiment en 2023 qu'on va voir arriver vraiment des recommandations sur le sujet. Je pense notamment à l'IOSCO avec son FinTech Task Force qui travaille sur la finance décentralisée. Donc l'IOSCO regroupe tous les régulateurs à travers le monde, dont l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui travaille justement auprès de ce groupe de travail sur les sujets de finance décentralisée. Et donc il est attendu que fin 2023, début 2024, cette organisation mette en place des normes internationales qui n'auront pas force contraignante, mais qui vont indiquer aux États la marche à suivre pour mettre en place des systèmes d'encadrement de la finance décentralisée. Pareillement, en fin 2023, le Conseil de la stabilité financière, ou FSB, devrait publier des recommandations politiques sur la DeFi à la suite d'un rapport qu'il a publié il y a à peu près un mois sur le sujet, rapport dans lequel il n'émettait pas de recommandations politiques particulières. Il expliquait juste les risques liés à la finance décentralisée, ses opportunités, ces interconnexions assez limitées avec le système financier traditionnel, mais les expérimentations qui étaient en cours, et les nouveaux risques, notamment technologiques, qui étaient soulevés par ce nouvel écosystème. Ce qui va nous intéresser surtout au niveau européen, c'est les développements législatifs qui vont probablement arriver dans les prochains mois/années. Notamment dans MiCA, il est prévu à la fin du texte, à l'article 122b, que la Commission européenne rédigera un rapport qu'elle présentera auprès du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, un rapport sur le développement des activités sur cryptoactifs qui ne sont pas visées par le texte, dont la finance décentralisée, dont le développement aussi des activités de lending et de borrowing qui sont visées de manière à part de la finance décentralisée dans cette partie-là du texte. Et donc ça mènera probablement à la suite de ce rapport à une proposition législative de la Commission visant à encadrer la finance décentralisée. Donc c'est aussi un sujet sur lequel l'association se positionne. On va pouvoir en discuter assez rapidement concernant les missions qu'on met en place sur le sujet. Donc voilà, une petite feuille de route réglementaire sur comment la DeFi va se développer dans les 2 prochaines années pour que vous puissiez avoir conscience que les régulateurs s'emparent de ce sujet de manière assez exponentielle et qu'il faut commencer à pouvoir s'y intéresser pour essayer de se mettre en conformité rapidement. Merci Hugo, et peut-être juste pour compléter, parce qu'on a l'impression qu'on a un peu le temps quand on regarde cette timeline, mais en réalité il y a déjà une question vraiment à court terme sur laquelle l'Europe doit se positionner, et là où les États membres, les différentes parties prenantes ne sont pas forcément alignés, c'est qu'est-ce que la finance décentralisée et comment on fait pour clarifier le périmètre qui va être encadré demain par MiCA et après-demain par ce régime ad hoc qui doit être construit. Sachant qu'il y a beaucoup de doutes parmi ces parties prenantes européennes, que ce soit au Parlement, au Conseil, à la Commission européenne, sur l'existence de vraies applications décentralisées. Donc il y a encore un besoin de prouver que c'est un écosystème totalement nouveau, qui fonctionne de façon différente, et donc que le paradigme réglementaire classique ne peut pas s'appliquer. Donc à très court terme, on a quand même cet enjeu de définition et de clarification qui est important, parce que ce qui ne sera pas considéré comme de la DeFi tombera dans MiCA, et dans ce cas, ça arrive relativement rapidement. Concernant cette timeline et tous ces défis qu'il faut relever, l'association a déjà engagé un certain nombre de travaux où les membres actuels sont déjà beaucoup impliqués, et j'en profite pour les remercier, et où des acteurs qui souhaiteraient nous rejoindre pourraient continuer à orienter ces travaux. Le premier, mais je vous ai déjà parlé de cette mission de façon générale, c'est cette pédagogie qui est nécessaire à faire auprès des acteurs institutionnels pour expliquer ce qu'est la DeFi, pour expliquer qui sont les nouveaux acteurs de la DeFi, les nouveaux modèles économiques, de gouvernance, et quels seraient, pour ces raisons-là, les grands principes d'une réglementation qui serait adaptée. Donc vous avez certainement déjà jeté un œil sur le site de l'association, en tout cas je l'espère, mais vous pouvez trouver déjà les articles pédagogiques qui ont été publiés sur la DeFi, que nous publions bien sûr sur notre site, mais le but est aussi de les envoyer à nos interlocuteurs pour que ce soit la base de discussion plus éclairée dans le cadre de ces débats parlementaires. Cette pédagogie, elle est faite par nous, mais aussi, comme je vous le disais, parce qu'on met en valeur et en avant
les membres de la ZAN, les acteurs de la DeFi, qui vont pouvoir encore mieux que nous en fait parler de leurs activités, des nouvelles spécificités de ce qu'ils développent. Et pour cela, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux les différentes rencontres qu'on a pu organiser entre Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot et différents entrepreneurs de la DeFi, dont certains sont dans la salle et ils pourront certainement en témoigner, mais ça a été extrêmement utile des deux côtés. Pour faire connaître. Il y avait beaucoup de questions très challengeantes de la part du ministre et donc ça a aussi permis côté acteur certainement de mieux se préparer encore à toutes ces questions qui leur seront posées dans le cadre de ces débats notamment européens. Et enfin, outre la pédagogie, outre les rencontres, il faut bien sûr faire des propositions concrètes parce que si on dit que la réglementation actuelle, elle marche pas, si on propose rien en face, c'est celle-là qui va s'appliquer. Donc il faut quand même être force de proposition et proactif. Donc pour cela, on a deux niveaux d'action. Le niveau français, ça a été notamment bien plus visible et beaucoup le cas quand la France avait la présidence du Conseil de l'Union européenne. Mais la France a une stratégie qui est de plus en plus claire, c'est de préempter absolument tous les travaux que l'Europe doit mener, que ce soit sur la DeFi, mais aussi sur les NFT, etc. Et donc, on sait qu'en travaillant au niveau français, ça va être très inspirant derrière au niveau européen. Et donc, on a ce double levé d'action, en ayant des propositions qui sont poussées au niveau français, qui vont être en avance de phase des travaux européens, relayés au niveau européen et donc inspirer ensuite les travaux au niveau européen. Donc pour cela, les parties prenantes qu'on va avoir sur les sujets DeFi en France, ça va être notamment l'autorité des marchés financiers, mais donc comme je vous le disais, le ministère de l'économie et des finances, le secrétaire d'État, le ministre délégué à la transformation numérique et aux télécommunications, la direction générale du Trésor. Et au niveau européen, ça va être les institutions, les co-législateurs européens et l'autorité européenne des marchés financiers notamment. Il y a les organismes internationaux qu'on adresse aussi indirectement, dont Hugo a pu parler, mais qui sont eux-mêmes force de proposition à ces institutions plus décisionnaires. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'être présents auprès de tout le monde pour pousser ces propositions. Il y a un rapport de 9 propositions qui a été préparé par la DAN, et donc je remercie Hugo et le comité DeFi pour ce travail qui a été mené. Et Victor aussi, qui est présent dans la salle. Voilà, oui, je disais comité DeFi et je mentionne tous les membres à cet effet, qui ont permis de poser les premières bases de ces discussions plus constructives avec les autorités. Donc merci à vous. Et il faut continuer, parce que ce serait mon dernier message, et il faut continuer en étant nombreux autour de la table pour renforcer ces positions. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, la prochaine grosse échéance, c'est ce rapport de la Commission européenne qui devrait être publié dans les prochains mois. Et donc actuellement, le gros travail de position que mène l'association, c'est au niveau européen et sur ce rapport qui sera bientôt présenté et sur lequel il faut qu'on puisse porter notre voix. Donc il y a 9 propositions qui sont assez claires, mais qui ne visent pas à donner des systèmes de qualification précis de ce qu'est la finance décentralisée, de ce que sont les services sous-jacents, mais plutôt de donner des orientations pour que la prise de position des institutions européennes soit la plus adaptée possible. Donc sur le fait qu'il y ait plusieurs nuances de décentralisation, sur le fait qu'il ne faille pas réglementer la technologie elle-même, mais potentiellement considérer réglementer les interfaces utilisateurs, par exemple, sur la nécessité de se concentrer sur les nouveaux risques que fait émerger la finance décentralisée, principalement technologique, mais aussi sur les risques financiers plus classiques qui s'y appliquent aussi, et aussi et surtout sur les opportunités que la DeFi offre pour mettre en place des nouvelles règles, mais avec le même niveau d'exigence, pour conforter l'intégrité des marchés, pour lutter par exemple contre les abus de marché ou le blanchiment, sans avoir à mettre en place des règles classiques qui leur seraient par moments inadaptées. Je vous remercie pour l'introduction qui a été un peu plus longue. Déjà, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde qui, cette fois-ci, portera sur les DAO au niveau français et quelles seront les solutions, selon vous, pour mettre en place un cadre réglementaire qui soit le plus adapté, le plus proportionné, que ce soit pour la compétitivité du secteur français, mais aussi pour que les acteurs puissent le mieux se développer possible sans qu'on ait de freins
vis-à-vis d'eux. Donc peut-être avant de commencer cette table ronde, un petit tour de table pour que vous puissiez tous vous présenter. Donc je ne sais pas qui c'est qui a le micro actuellement. Bah, Pierre, je te laisse te présenter. Enchanté, bonjour à tous, merci d'être présent. Pierre Persson, j'étais député de Paris, puis maintenant je suis retraité de la politique, donc je fais autre chose de ma vie, voilà. Merci Pierre. Stéphane peut-être. C'est le crypto-député, pour info. Donc moi, c'est Stéphane Daniel. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis le fondateur de DNA Partners, donc un cabinet qui est 100% dédié aux entrepreneurs de la tech et de la blockchain. Jérémy. Merci, bonjour à tous, merci d'être venus pour parler de sujets très intéressants. Moi, c'est Jérémy Fluxman, je suis ancien avocat et je travaille désormais chez Morpholabs en tant que juriste, responsable juridique. Et Morpholabs développe le protocole Morpho de prêt et d'emprunt décentralisés, exactement d'optimisation des taux d'intérêt sur ces prêts décentralisés. Et Romain. Et moi, je suis Romain Figueiredo, un des cofondateurs de Paladin. On est un protocole entre la finance décentralisée et la gouvernance qui est spécialisé. En fait, on fait des marchés de droits de vote, pour être précis aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Je vais te laisser la parole, enfin je vais te laisser garder le micro parce que c'est pour toi qu'on va poser la première question. Donc peut-être pour rapidement introduire le sujet, qu'est-ce que c'est selon toi les DAO? Quelles sont la proposition de valeur de ces nouvelles formes de gouvernance et pourquoi est-ce que ça nécessiterait un changement de paradigme, une nouvelle approche sur le plan réglementaire? Quelles sont les propositions de valeur différentes des organisations plus traditionnelles à ton sens? Oui. Alors, la réalité, je pense que Faustine l'a mis en avant, et Faustine et Hugo tout à l'heure, beaucoup de ces termes aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de définition, déjà parce qu'ils n'ont pas de définition légale. Quand on parle d'une DAO, ça peut être très nébuleux. Vous allez avoir énormément de gens, notamment cette semaine, vous avez rencontré qui montent des DAO. Après, il faut un peu, quand on creuse, on se rend compte, j'ai entendu quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, a dit on n'est pas obligé d'être décentralisé pour être une DAO. C'est embêtant, c'est le premier mot. Aujourd'hui, quand on regarde une DAO, si on voit vraiment les points communs, c'est une communauté sur Internet. C'est des gens qui se sont rencontrés et qui sont ensemble sur Internet. Après, quand on va aller un petit peu plus dans le légal, on se dit quel type d'organisation ça peut être. Une DAO, ça pourrait être une société, une DAO, ça peut être une association, ça peut être une fondation. Ça va dépendre de ce que vous faites en fait avec la personne. Et donc, il y a plein de ces organisations-là qui ont déjà finalement des cadres qui pourraient être pertinents. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas, parce que la manière dont on a conçu la coordination humaine, c'était en personne. Sauf que nous, par exemple, chez Paladin, aujourd'hui, on est dans 7 pays différents. Notre objectif, c'est pas de créer une société qui va rapporter le plus d'argent, c'est de créer une brique technologique qui va permettre de tourner par elle-même. Et donc, que ça soit par son objectif, par sa manière de travailler, mais aussi son modus operandi, ça ne correspond pas aux organisations juridiques traditionnelles telles qu'elles existent. Donc, l'appel qu'on fait quand on échange avec les régulateurs, mais pas que, c'est d'approfondir et de comprendre ce que ces projets font. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils parlent et ils viennent présenter ce qu'ils font comme des DAO, en fait, le régulateur, il regarde, il fait « bah oui, je sais ce que c'est ça ». Et donc, tout le défi aujourd'hui, c'est d'être capable de mettre en avant ce que sont ces organisations et quel cadre on pourrait appliquer. Donc bien sûr, on a de la chance parce qu'on a l'ADEN qui permet de faire des forces de proposition, mais quand on regarde ce que c'est que la DAO, et je vais m'arrêter là-dessus, sur ce dernier détour, oui, il y a décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de point central de décision. Il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre le pouvoir de décision et que si on retire quelqu'un, rien ne change. Et l'autre, c'est autonome. Autonome, ça peut être interprété de deux manières, et je pense que c'est très important de finir là-dessus. Ça veut dire soit qu'il n'y a pas de normes hiérarchiques au-dessus de celles internes, soit que ça tourne par elle-même. Donc il y en a une, c'est l'autonomie légale quasiment, et l'autre, c'est l'autonomie technologique. Donc un smart contract, à un certain degré, c'est les deux, parce que ça fonctionne par lui-même, mais il n'y a personne qui peut vraiment l'arrêter. Après, on n'est pas obligé d'avoir des smart contracts pour être une DAO en théorie. On peut juste être une communauté de gens qui en fait tournent avec leurs propres règles. Mais ça implique des conséquences qui sont beaucoup plus compliquées. Parce que à partir de, si on creuse et qu'on commence à penser de cette manière-là, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer de cadre réglementaire par-dessus, parce qu'ils représentent leurs normes légales ultimes. Donc, c'est des défis qu'on doit prendre en compte aujourd'hui quand on pense des DAO. Voilà, j'espère pas avoir fait une introduction trop longue. Non, je pense que c'était très clair. Donc, si je dois retenir en quelques mots, pas de frontières, décentralisé, transparent, pas
pas une flat organization, pas de personne qui a une force décisionnaire supérieure à l'autre en théorie dans la pensée initiale. Pierre, toi, tu as beaucoup travaillé sur le sujet pendant ton mandat de député. Tu avais publié un rapport où tu avais fait des propositions spécifiques sur les DAO. Aujourd'hui, les DAO, c'est un petit peu un objet juridique non identifié. Quel regard tu portes là-dessus, juridiquement, toujours pour introduire ce sujet et quels sont les travaux de recherche que tu as pu mener sur le sujet et quelles sont les conclusions aussi que tu as pu en tirer? Alors, de recherche, je pense c'est un grand mot, parce que quand je me suis intéressé au DAO, c'était aux alentours peut-être de 2020, donc il y avait commencé, la première DAO ne date pas de 2020, hein, mais les premières DAO commençaient à émerger, elles avaient beaucoup de capitaux, notamment des DAO d'investissement, donc le régulateur commençait à s'intéresser à ces DAO. Bon, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire que le problème de la DAO, c'est que normalement dans ton titre, ça doit être décentralisé, ça doit être autonome, etc. Il y a plein de DAO qui ne sont pas décentralisés, qui ne sont pas autonomes et qui revêtent le titre de DAO, parce qu'en fait sous DAO on peut mettre plein de choses. Le principe d'une DAO, c'est que c'est quand même une société dont l'organisation est faite totalement horizontale via un outil technologique qui est la blockchain et où les droits de gouvernance peuvent varier d'une DAO à l'autre. Et donc c'est très difficile de qualifier ce qu'est une DAO. Et si on veut qualifier une DAO, c'est très souvent pour la faire rentrer en fait dans un régime juridique et légal qui lui permet d'avoir une existence tant pour ceux qui contractent avec elle que ceux qui vont utiliser les services de cette dernière. Et donc il y a un enjeu de responsabilité, il y a un enjeu de territorialité, de savoir en fait quelles sont les règles juridiques qui s'adressent à cette DAO. Force est de constater que, et on en reparlera parce que c'est tout l'enjeu quand on est avocat que de s'intéresser à cette chose, il n'y a pas aujourd'hui de cadre légal en France sur le DAO. Si on voulait aujourd'hui se rapprocher, ça serait plutôt une société de fait. Et d'ailleurs, c'est la problématique parce que ça veut dire que ceux qui entreprennent à travers ces véhicules technologiques eh bien, ont un risque qui est un risque juridique assez important. Et donc, il est pour le coup important de considérer qu'à terme, il va falloir travailler sur cette question pour créer un cadre qui soit un cadre, non pas qui transpose, mais comme d'habitude dans les cryptos, qui transpose en fait l'existant en disant bah, une DAO, c'est en fait tout simplement une société anonyme ou une société pseudonyme, mais trouver un cadre qui permet d'utiliser le potentiel de ce que à la fois la technologie et ce type d'organisation permettraient de faire. Et en ce sens, c'est un outil quand même qui est extrêmement intéressant pour organiser le travail, pour organiser les relations humaines, pour organiser finalement la gouvernance dans une entité délimitée en termes de périmètre et d'action. Reste qu'on peut tout faire dans une DAO, ce sera mon point de conclusion. On peut reproduire en fait des cadres très institutionnels. Dans une DAO, on peut tout à fait en fait créer un comité exécutif, un conseil de surveillance, donner le dernier droit de vote finalement à ce qu'on peut considérer les actionnaires qui détiendraient le token. On peut tout à fait avoir un vote censitaire où au prorata des tokens, celui qui le détient a le même nombre de droits de vote que de droits économiques, mais on peut tout à fait considérer qu'on crée en fait des mécanismes où le droit de vote n'est pas équivalent à la détention de tokens. Donc en fait, il y a une pluralité qui va rendre le sujet de qualification demain extrêmement complexe pour le législateur. Et l'enjeu, c'est de trouver aujourd'hui en France le moyen au moins de créer une catégorie juridique qui permette à des DAO qui veulent être basés en France, d'avoir les moyens de la sécurité juridique, là où on est obligé d'aller Michigan, Wyoming, BVI, enfin des juridictions qui sont un peu loin de chez nous, si on veut pouvoir être wrappé dans des conditions où, dans un droit local, on a une existence. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Oui, on reparlera un petit peu de ce qui se fait hors France. Mais d'abord, restons un petit peu sur la France avec Stéphane. Donc, comme ça a été dit par Pierre, en France, le législateur ne s'est pas encore positionné pour proposer un cadre vraiment ad hoc sur les DAO. Donc, pour les praticiens du droit, ça laisse place à des ingénieries juridiques finalement. On a plusieurs approches en France. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu aussi de tes retours d'expérience en tant qu'avocat sur le sujet? Je pense que ça intéresserait bien l'audience. Oui, bien sûr. Je suis ravi en tout cas d'être là pour vous partager un petit peu les travaux qu'on a pu faire avec des entrepreneurs français qui ont souhaité justement se structurer en France et non pas à l'étranger, comme tu le disais Pierre. Donc nous, quand on a commencé à travailler, quand je dis nous, donc c'est le cabinet DNA, quand on a commencé à travailler sur ces sujets de manière pratique, pas simplement à raisonner en théorie, etc., mais vraiment à se mettre dans le concret, c'était en 2021 pour des entrepreneurs français, donc comme je l'indiquais.
ils nous ont dit, bon voilà, on veut faire une DAO en France, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on s'organise? Donc nous, on a fait un petit peu ce qu'on appellerait de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui existait, et on s'est dit, bon, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder ce qui se fait à l'étranger. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de modèle dominant, en tout cas à cette époque-là. Et finalement, en fait, on arrive plus ou moins à 3 types de modèles. Il y a le modèle sans aucune entité juridique. Donc là, vraiment, on a juste des communautés de porteurs de jetons qui votent, qui manipulent les actifs qui sont on-chain, mais il n'y a pas d'entité juridique. Alors évidemment, ce n'est pas toujours satisfaisant d'être dans cette organisation-là parce que sans entité juridique, on ne peut pas contracter. Et ça pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas lever des fonds, on ne peut pas juste payer un prestataire, va y mettre une facture, payer des impôts, des choses aussi bêtes que ça sont impossibles. Et pour vous donner un exemple, il y avait un développeur qui était venu nous voir qui voulait travailler pour une DAO. Il était censé être payé en LP token, il n'avait personne à facturer, on ne savait pas quel TVA appliquer, il n'avait pas de contrat et il a fini par pas prendre le job. Donc c'est typiquement un exemple concret de j'ai une DAO, j'ai pas d'entité juridique, je ne vais pas pouvoir forcément recruter comme je le souhaite des talents. Donc ça, c'est le premier type d'organisation. Le deuxième type d'organisation qu'on avait observé, c'était on va dire les fondateurs du projet qui se mettaient sous une société commerciale. Aujourd'hui, c'est plus connu sous le terme de lab, de société de développement informatique. Donc là, c'est typiquement le cas d'Uniswap. Donc il y a l'équipe des fondateurs dans un lab et ce lab développe une DAO. Donc à ce moment-là, on a déjà une entité juridique qui peut, si elle le souhaite, lever des fonds en equity, qui peut éventuellement, on peut payer des prestataires via le lab. C'est pas forcément idéal, mais c'est possible. Ça permet d'offrir une responsabilité limitée aux fondateurs, puisqu'ils sont dans une société commerciale. Ils peuvent organiser leurs relations via des packs d'associés, etc. Donc ça, c'est le deuxième modèle qu'on a observé. Et le troisième modèle, c'est un modèle qui combine l'entité commerciale, donc ce que je viens d'expliquer, donc le lab, avec une entité à but non lucratif qui va en quelque sorte encapsuler des actifs de la DAO. Donc les actifs de la DAO, essentiellement, c'est quoi? C'est évidemment le code, la propriété intellectuelle, ça peut être le front, les noms de domaine, les marques, ça peut être ici éventuellement les contrats qui se rapportent au développement de la DAO. Et donc là, on se retrouve avec 2 entités juridiques. Alors ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. On ne l'a pas forcément vu sous cet angle, mais en réalité, les fondations des blockchains Layer 1, Ethereum, Cardano, Tezos, etc. sont déjà de base sous une forme non lucrative. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'elles étaient soit à Zoog, soit au BVI. D'ailleurs, certains pensent aussi que la meilleure forme juridique, c'est la Memberless Foundation de droit caïman. Donc là, c'est une fondation où il n'y a même pas de membres, il y a juste des directeurs qui sont choisis. Et donc là, du coup, ça permet effectivement aux porteurs de tokens de rester anonymes. Il y a aussi des trusts, Guernsey, Jersey, etc. Donc une fois qu'on a fait ce panorama, nous, on s'est dit, quelle est la meilleure structure? Donc nous, on s'est porté sur la dernière que je viens de décrire, qui présente un certain nombre d'intérêts, notamment parce que on distingue les fondateurs du projet, en tout cas du protocole. Les deux peuvent vivre leur vie, les fondateurs peuvent collaborer sur d'autres protocoles, les protocoles peuvent... l'entité qui représente le protocole peut contracter avec différents types de développeurs. Et on s'est dit, comment on fait pour l'acclimater en droit français? Donc on a regardé plusieurs entités juridiques. Il y a évidemment les sociétés commerciales, ça on l'a mis de côté. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. On a regardé les fondations, on a regardé les fonds de dotation, on a regardé les sociétés coopératives et on a regardé les associations. Et de tout ça, il nous a semblé que, encore une fois, ce n'est pas nécessairement le meilleur setup, mais selon nous, à cette époque-là, et pour ces personnes-là, c'était un setup qui était très intéressant, c'était de partir sur une association. Pour une raison qui est d'ordre économique et juridique. L'ordre économique, c'est que l'association n'a pas de capital, donc ne peut pas distribuer de dividendes. Donc si jamais elle génère des revenus, elle ne va pas pouvoir le distribuer à ce qu'on appellerait des actionnaires. Donc déjà, c'est une forme de garantie que si la DAO, en tout cas l'entité qui incorpore ou qui représente une partie de cette DAO génère des bénéfices, on ne va pas pouvoir l'envoyer à qui on veut, le distribuer aux actionnaires, etc. Et deuxièmement, une association, bien évidemment, ne peut pas être vendue. Donc là, encore une fois, on résout un peu cette schizophrénie du fait qu'on veut s'adresser à un public large, faire des protocoles open source non permissionnés, et en même temps, l'idée, c'est pas non plus d'enrichir nécessairement sous forme d'equity les fondateurs de ce projet-là. Donc on a eu recours à la forme associative, on a lancé ces associations. Ce qui est pas mal, c'est que maintenant on a un peu de retour d'expérience sur le sujet, donc on voit un peu mieux comment ça fonctionne maintenant, notamment les problématiques qu'on peut avoir fiscales ou comptables, notamment en matière de TVA, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ce modèle-là reste, en tout cas à mon sens, peut-être l'un des meilleurs modèles pour essayer d'acclimater une DAO en droit français. Et ensuite, à chaque projet de tester, d'expérimenter autour de ce modèle. Il y a plein de modalités de faire de gérer la relation entre la DAO et l'association. Si je peux simplifier, et je conclurai là-dessus,
avant la naissance de la DAO, parce que parfois la DAO n'existe pas encore quand on veut la développer, l'association, elle va venir développer la DAO. Donc c'est elle qui va, en quelque sorte, comme une société en cours de formation, elle va venir développer la DAO. Et dès lors que la DAO existe, l'association va être une forme d'agent, de gardien, de trustee, on peut l'imaginer un peu comme on veut. Donc c'est vraiment ça la dichotomie, c'est avant et après. Et ce qui peut être pas mal, mais je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on va le voir venir, c'est d'avoir des votes de la DAO à la naissance de la DAO qui choisit l'association et qui dit voilà, l'association, je ratifie tout ce qu'elle a fait avant moi, parce qu'elle l'a fait dans mon intérêt. Et ensuite, je lui confie tel et tel mandat. Et ensuite, ça peut être pas mal parce qu'on peut imaginer plein de setups différents avec d'autres associations, des sociétés commerciales, des sociétés régulées. Enfin, c'est vraiment un cadre juridique très souple et qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Donc, pour cette table ronde, on a deux représentants de projets que sont Morpho et Paladin. Donc vous êtes des projets dont la core team est français. Donc, quelle est votre approche, ou en partie en tout cas, quelle est votre approche sur ces enjeux réglementaires? Comment est-ce que vous essayez de les adresser au mieux? Quelles sont vos vues sur tout ça? Donc peut-être commencer par Jérémy, vu que tu n'as pas encore pris la parole. Oui, donc nous de chez Morpho, donc, sur les conseils de Stéphane, on a mis en place ce setup avec l'association qui aide sur les aspects juridiques pour la DAO et une société commerciale de développement informatique qui s'appelle Morpho Labs et qui développe le code pour le protocole Morpho. Et donc on a un contrat de prestation de service entre l'association et Morpho Labs qui vient dire l'association mandate ou nomme Morpho Labs pour développer le protocole Morpho et réaliser certaines opérations de développement informatique. Donc ça, c'est le setup qu'on a, qui est très bien parce que ça nous permet de rester en France. Et c'était très important pour les fondateurs d'être en France, parce qu'ils sont français, ils ont fait leurs études en France, et ça leur tenait à cœur d'être en France et de développer l'écosystème en France. Et une partie du travail dans le domaine de la crypto, c'est aussi ces aspects juridiques, parce qu'on touche à la finance, donc il y a des questions de droit qui se posent. Et donc voilà, avec les travaux de Stéphane et qu'on continue de mener aujourd'hui, on applique ce modèle et on essaie de l'améliorer. Après, voilà, il y a encore des sujets qui sont pas faciles à résoudre, notamment les questions fiscales, comptables. Et ça touche à beaucoup de questions assez complexes, on va dire, et aussi de responsabilité, parce qu'on ne sait pas exactement comment le régulateur, un juge, pourrait appréhender l'association et ses responsabilités vis-à-vis de ses membres, vis-à-vis d'un statut réglementaire, s'il y a un statut réglementaire à obtenir. Mais en tout cas, c'est un modèle qui permet de fonctionner aujourd'hui et qui, comme ça a été dit, permet une grande flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut adapter vraiment le fonctionnement de l'association à ce qu'on veut faire. Donc on peut dire les détenteurs de jetons doivent être membres de l'association ou pas, prévoir des règles vraiment sur mesure, comme on le souhaite. Et donc c'est l'avantage de l'association, c'est cette flexibilité et cette absence de capital, et donc le fait qu'on ne tombe pas dans une qualification de société, ce qui pose problème, parce que si on est là-dessus, en fait, la question se pose de savoir si les règles sur les titres financiers, l'offre au public de titres financiers, les services sur titres financiers, les exchanges, etc. s'appliquent, ce qu'on veut absolument ne pas avoir, parce qu'on est sur des tokens, une technologie différente, et que cette législation est largement inadaptée et dépassée. Donc voilà, c'est un setup qui est très bien, parce que ça nous permet de rester en France et de progresser. Et on est en discussion avec la DAN, avec le régulateur, pour le présenter, l'expliquer et montrer comment l'améliorer, tout en ayant en objectif peut-être final d'arriver à une forme de réception des DAO avec l'association ou sur une loi ad hoc, une forme sociale ad hoc, pour que ça soit réceptionné en droit français. Je vais un petit peu rebondir sur ce que Stéphane a dit, et ensuite construire peut-être sur ce que Jérémy a expliqué. Enfin, la réalité, c'est que c'est un petit peu comme un régime quand vous allez choisir votre forme juridique. C'est bien, hein, il y a plein de conseils, il y a plein de gens qui vont vous donner les meilleures formes, et en fait, ça va énormément dépendre de ce que vous avez fait. Donc en fait, pour les gens qui ont monté un projet ici, il n'y a pas un modèle à prendre. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez monter et ce que vous voulez mettre en place. J'ai beaucoup aimé ce que Stéphane a dit tout à l'heure, quand il a parlé du fait que certains projets allaient
dès qu'ils avaient déployé le protocole, finalement inaugurer une espèce de représentation légale et qui pourrait valider tout ce qui était fait auparavant et donc prendre le dessus à ce moment-là. Nous, on aurait bien aimé faire ça. Sauf qu'en fait, ça fait quand même quelques temps qu'on a monté le projet et donc maintenant, on est obligé de construire avec ce qui est aujourd'hui. Et c'est une réalité. On a aussi fait le choix d'avoir une entité qui représenterait la DAO en France via une association. On a pris conseil. On est très reconnaissant du travail qui a été fait d'ailleurs. On est en train de la mettre en place maintenant. Après, j'irai peut-être en opposition avec ce que Jérémy a dit, au sens où moi je suis français, mon équipe ne l'est pas forcément, la core team avec laquelle on a monté le projet. On est très fiers de pouvoir développer l'activité en France, on a envie de continuer à le faire. Mais si le cadre légal ne permet pas de le faire, on ira à un endroit où on pourra le faire, pour la simple raison que nous, on veut monter notre projet dans les règles. Mais si on ne peut plus monter notre projet à un endroit, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres juridictions qui font le travail pour le mettre en place. Et c'est pas à nous de construire le travail de la juridiction. Moi, je suis juriste de formation, mais je ne suis pas avocat. Je ne suis pas lobbyiste. Je suis là pour monter mon projet. Et ça fait parfaitement la transition vers les autres régimes hors France. Ça a été en partie évoqué par Pierre. Jérémy, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des autres initiatives qui sont menées par ailleurs en Europe et même dans le monde en outre-Atlantique ? Avec plaisir. Du coup, c'est la même question. C'est comment on réceptionne dans un droit cet ovni juridique, parce qu'on est quand même sur une organisation qui fonctionne sur la blockchain, qui peut être multiples règles de fonctionnement, avec des personnes identifiées ou non. Et donc, le droit, il pose toujours la question de comment on appréhende ça. Et dans l'ordre juridique, un peu la même question qui a été posée avec les actifs numériques. Donc, c'est des actifs ou des crypto-monnaies, on ne sait pas exactement ce que c'est. On aurait pu bêtement les assimiler à des titres financiers, ce que la SEC essaie de faire aux États-Unis. Mais on voit que c'est quand même différent, c'est une technologie différente et c'est pas forcément pertinent de se référencer à un arrêt il y a plus de 60 ans, l'arrêt Howey Test. Mais voilà, donc la question c'est comment on réceptionne ces nouveaux objets dans le droit et cette question elle est posée à travers le monde. Il y a notamment récemment un papier d'une commission du Royaume-Uni sur la réforme du droit anglais, donc une commission qui a le but de réformer le droit anglais, qui a posé la question à l'écosystème et a posé certains concepts, certaines bases. Donc ils définissent ce que sont les DAO, donc une organisation sur la blockchain autonome décentralisée. Ils donnent différents types de DAO, investissements, protocoles DeFi, œuvres sociales, etc. Et ils posent la question centrale, qui est la question juridique en tout cas, c'est comment on réceptionne ces ovnis. Et aujourd'hui, en fait, au vu du droit, c'est en tout cas au droit anglais, c'est soit le General Partnership, soit la Unincorporated Association. La conséquence de ces deux qualifications, c'est la responsabilité illimitée et solidaire des participants. C'est-à-dire que quelqu'un qui participe dans une DAO pourrait être tenu de toutes les dettes de la DAO, par exemple fiscale. Donc, par exemple, s'il avait 500 000 euros de dette fiscale, une personne peut la payer. Elle change pour lui de se retourner avec ses autres membres contre les autres membres de la DAO, donc pas évident. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la DAO Ooki aux États-Unis, pas sur la question fiscale, mais sur des violations de réglementation financière, où finalement c'est les fondateurs qui ont dû payer une transaction avec la SEC de l'ordre de plus de 200 000 $, je crois. Et même les participants à la DAO ont même été assignés via un message Discord. Donc, c'est-à-dire que ce risque en France, on dit société créée de fait, peut se matérialiser. Et c'est aujourd'hui le risque principal qui pèse sur les DAO. Et en France, c'est ça aussi, c'est société créée de fait, donc c'est les règles de la société en participation, donc c'est responsabilité limitée et solidaire. Et ça, c'est assez problématique. Donc, le papier de UK pose ça et explique ce problème-là. Aussi le fait que dans cette incertitude, en fait, il y a cette qualification théorique, mais on ne sait pas si effectivement, en fait, la DAO, même si elle est qualifiée de General Partnership, peut effectivement détenir des actifs, parce qu'il y a une question de preuve qui se pose. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un compte en banque, la banque va vous demander un cabis, un enregistrement, et si vous êtes un General Partnership comme ça, issu d'une théorie juridique, vous n'avez pas de preuve d'existence juridique. Donc voilà, ça pose ces problèmes, et donc le rapport continue en disant, il constate en fait à travers les DAO qui existent aujourd'hui
qui est l'utilisation de structures centralisatrices, avec l'utilisation de sociétés commerciales pour les fondateurs, d'associations, de fondations, de trusts, etc., pour donner une substance juridique et permettre aux DAO d'exister dans le monde juridique. Et le rapport finit par évoquer les initiatives législatives qui ont déjà été mises en place et adoptées, parce que le but de ce rapport, encore une fois, c'est pour le Royaume-Uni, en tout cas l'Angleterre, de trouver une façon de réceptionner les DAO dans le droit anglais. Et donc sur ces initiatives législatives qui ont déjà été mises en place dans certains pays, il y a notamment l'État du Wyoming aux États-Unis, qui a une loi DAO, les îles Marshall aussi, je crois, il y en a quelques-unes comme ça. Le principe est globalement le même, c'est qu'en fait, ils assimilent les DAO à des Limited Liability Companies, donc des sociétés par action, SARL ou SAS, selon les cas. Elles imposent, par exemple, la loi sur Wyoming impose d'enregistrer les adresses des smart contracts, ou en tout cas que ce soit identifiable dans un registre spécial. Donc ça, c'est quand même une progression qui est adaptée à la technologie. Il faut nommer un représentant dans l'État du Wyoming. Il faut aussi expliquer dans les articles, dans les statuts ou dans un contrat annexe en quoi les règles de fonctionnement de la DAO diffèrent de celles de la LLC classique de l'État du Wyoming, ce qui n'est pas chose aisée à faire, je pense, mais en tout cas, il faut le faire au vu de la loi du Wyoming. Les îles Marshall, c'est à peu près la même chose. Et l'écueil principal de ces lois, c'est que justement, elles assimilent les DAO à des sociétés par action. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça pose la question de qu'est-ce que le token? Est-ce que c'est un titre financier? Est-ce que c'est soumis à la réglementation financière classique? Ce qu'on veut éviter. Et donc, c'est potentiellement pour ça que ces lois n'ont pas eu grand succès en pratique, je pense, aujourd'hui. Ensuite, le rapport expose donc les fondations et les associations, notamment les fondations en Suisse et au Caïman, qui sont intéressantes pour les raisons qu'on a dit, la flexibilité d'organisation, le fait que il n'y a pas de capital, donc il n'y a pas d'actionnaire, donc ce n'est pas des sociétés, et potentiellement aussi les avantages fiscaux qu'on peut avoir aux îles Caïmans, par exemple. Et puis sinon, la forme sans organisation, sans structure juridique, qui du coup, elle, est vraiment à double tranchant. Ça peut très bien marcher. On peut dire que Bitcoin est la première DAO, en fait, non incorporée. Et ça fonctionne bien pour eux. Il n'y a pas de risque juridique, fiscal, réglementaire ou autre pour le moment. Ethereum a une fondation, donc un peu le setup que Stéphane expliquait, que nous, Morpho, on a avec l'association. Par contre, pour ceux qui tombent dans le viseur du régulateur, avec le cas de Oki, le fait de ne pas avoir d'entité juridique, ça engage à une responsabilité illimitée. Et voilà, je crois que c'est à peu près le tour sur la question. C'était déjà assez exhaustif. Il y a encore d'autres initiatives, mais on pourra en parler encore assez longtemps. Et peut-être il est temps de clore la table avec le futur de l'encadrement des DAO en France. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Pierre. Je vais le redire, mais tu avais fait un rapport dessus où tu proposais notamment la création d'un cadre ad hoc pour les DAO en France. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour un cadre adapté, proportionné en France, qui permettrait de créer un hub européen pour que les DAO puissent s'incorporer en France? On voit sur les marchés de CeFi que les plus gros acteurs crypto s'installent en France. Comment est-ce qu'on peut essayer de répliquer la même logique sur des organisations décentralisées, selon toi? La question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une structure? On a besoin d'une structure pour clarifier, pour qu'il y ait moins d'insécurité juridique pour ceux qui entreprennent. Après, je suis moyennement d'accord avec cette logique de dire, on va utiliser une DAO pour s'extraire en fait du cadre légal actuel. Oui, mais ça, c'est la facilité. Et très souvent, en plus, on voit que ce n'est pas décentralisé. Et donc, en fait, tu te fais rattraper. Et puis, pour des bonnes raisons, parce que tu essayes d'échapper à un régime et tu as construit en fait une structure juste pour échapper à ce régime. Moi, je ne crois pas dans les DAO juste pour échapper au régime de qualification des securities. D'ailleurs, je pense que c'est de l'hypocrisie à la fois des Américains dans la surqualification de ce qu'est un securities et de l'autre côté, parfois, dans la non-qualification de securities en l'utilisation d'un utilities. Alors, ça ne fera pas plaisir à la communauté crypto, mais un token qui permet de gouverner, de prendre des droits de vote, donc des droits politiques, et qui reverse des dividendes, pour moi, ça reste quand même plutôt un securities. Alors, on peut se le dire, c'est un utilities, parce que voilà. Mais en fait, le vrai sujet, il est plutôt, est-ce qu'on arrive à créer un régime juridique où il est plus facile d'entreprendre, d'avoir moins de risques sur aujourd'hui la création de tokens qui vont permettre demain de prendre des décisions au sein d'une structure beaucoup plus horizontale, de mieux redistribuer de la valeur.
Donc en fait, c'est déjà ça sur lequel on doit déjà travailler. Après, la DAO suivra. C'est-à-dire que la DAO, comme on se l'est dit, c'est encore aujourd'hui trop nébuleux. Et en fonction de la façon dont le smart contract va être codé et sa gouvernance va être codée, on pourra tout à fait se dire ça ressemble plus à une non-profit, ça ressemble plus à une SAS, ça ressemble plus à une société qui existe aujourd'hui dans les faits. Et donc le problème actuellement des DAO en général, c'est qu'il n'y a pas de réponse. On pourrait tout à fait dire voilà, on va créer le véhicule personnalité morale pour une DAO. Mais en soi, il y a tellement de disparités que ce serait très difficile de la faire rentrer. Donc le vrai enjeu pour nous en France, c'est de protéger en fait à la fois l'entrepreneur, c'est de protéger l'investisseur, c'est de se dire il n'est pas obligé d'aller dans les structures, parce que pardon, mais les structures de Wyoming, etc., elles ne sont pas parfaites. Ces structures-là, elles ne sont pas du tout efficientes par rapport aux DAO. Si on crée un legal wrapper qui oblige en fait à reproduire toutes les actions qui sont faites dans la DAO, dans une entité juridique, la DAO, elle n'a pas de sens. En fait, on crée une surcouche qui crée de l'inefficacité, de l'inefficience, alors qu'on essaye d'horizontaliser de la prise de décision. Donc il faut, à mon sens, plus travailler sur aujourd'hui qu'est-ce que la gouvernance, qu'est-ce que la qualification de ce qui pourrait être des hybrides entre des utilities et des securities. Et là, je pense qu'il ne faut pas avoir d'hypocrisie. Il faut que le régulateur travaille sur des mécanismes qui permettent à nos entrepreneurs de lever des fonds avec ces outils, de les faire rentrer dans un schéma juridique qui protège les investisseurs et qui protège les entrepreneurs. Et je pense que la DAO viendra après. Et je pense que la DAO n'est pas... c'est pas le premier truc sur lequel on doit légiférer. Je pense que l'insécurité juridique, elle vient pas totalement de la DAO. Elle vient en fait de la qualification des jetons. Et c'est surtout ça aujourd'hui qui pèse pour les entrepreneurs de se faire requalifier quand on est face à un droit extraterritorial américain ou un droit français qui n'est pas très clair sur la qualification même de ce qu'est le jeton. Merci beaucoup Pierre, très intéressant. Peut-être je vais laisser une dernière question pour vous trois, Jérémy, Romain, Stéphane. Vous travaillez ou vous accompagnez des projets de finances décentralisées qui fonctionnent sur des DAO. Selon vous, si vous aviez des recommandations, une ou deux recommandations à faire, quelles seraient-elles? Quels sont les gros pain points que vous avez identifiés et qu'il faudrait résoudre de manière assez prioritaire, même s'il y a plusieurs sujets, pour faire en sorte que le cadre français puisse être le plus attractif possible et surtout ne pas limiter en fait, le potentiel d'innovation des porteurs de projets. Je veux pas monopoliser la parole, donc je vais être assez bref. Je pense qu'il y a une urgence. C'est qu'en droit des sociétés, on a des mécaniques juridiques pour intéresser des salariés, des prestataires au capital, par exemple les actions gratuites, les BSPCE, les BSA, et ça n'existe pas pour les tokens. Or, on sait que souvent pour les projets crypto, blockchain, il n'y a pas d'autre valeur que le token. Et d'ailleurs, il y a beaucoup ce qu'on appelle les contributeurs. Pourquoi ils contribuent? Parce qu'ils sont récompensés avec des tokens. Et ça, c'est un enjeu majeur de l'écosystème qu'on voit dans quasiment chaque projet. C'est comment on peut intéresser des membres de l'équipe, des contributeurs en tokens. Et on tombe vite sur des sujets de TVA, d'IS, des choses qui sont insupportables au sens premier du terme. C'est-à-dire le projet ne peut pas supporter les conséquences fiscales et comptables de ces règles. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu urgent qui doit vraiment changer. C'est un régime fiscal pour intéresser des contributeurs en jetons. Merci beaucoup Stéphane. Jérémy, je pense que ça va plus ou moins suivre ce que vient de dire Stéphane. Ouais, le sujet de l'attribution gratuite de tokens, c'est un sujet. La levée de fonds en tokens aussi, c'est un sujet. En fait, il y a une multitude de sujets comme ça, notamment fiscaux aujourd'hui, qui se posent et qui sont assez difficiles à résoudre. Après, ce qui est important aussi, c'est que, de toute façon, pour nous et pour le régulateur, pour les spécialistes, etc., c'est des questions qui sont compliquées, qui nécessiteraient en fait de réécrire le droit qu'on a construit depuis 400 ans, à la fois le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit comptable, donc le droit réglementaire, donc c'est pas demain la veille. Néanmoins, il y a quand même des progrès qui sont faits. Par exemple, l'exemple de la France et de l'Union européenne sur la définition de ce qu'est un actif numérique et l'article du CGI sur les plus-values, la taxation des plus-values. Ça, c'est un exemple d'un progrès et d'une délimitation qui a été faite dans la loi et qui permet de nous protéger contre la qualification de security token. À partir du moment où on est dans le cadre français d'actifs numériques, a priori, on est protégé. Ce que, par exemple, les États-Unis n'ont pas encore. Et ce qu'il faut peut-être réussir à faire, c'est progresser comme ça par petites touches, possiblement dans la loi, mais c'est compliqué parce qu'il faut un consensus politique, une volonté politique.
Et en ce moment, le gouvernement a d'autres sujets. Donc voilà. Et par exemple, sur les DAO, l'idéal, mais bon, c'est assez utopique, c'est de reconnaître en fait une forme ad hoc de forme sociale, de forme d'organisation, un peu à l'image de ce qui a été fait pour les associations avec la loi 1901, qui est une loi ad hoc qui a dit une association, c'est ça. Il faudrait prendre une loi ad hoc qui dirait une DAO, c'est ça. Et si possible, de cette définition, déduire un régime fiscal, comme ça a été fait pour l'association d'ailleurs, qui peut être soumis aux impôts commerciaux ou non, selon que l'association est à but lucratif ou non. Et ça pourrait être une piste, mais encore une fois, c'est assez complexe. Donc, et là-dessus, dernier point que je dirais, c'est en fait le travail de pédagogie. Donc, les travaux de la DAN sont super importants parce que c'est important, je pense, d'expliquer les problématiques et de montrer que c'est pas évident de les résoudre. Et le dernier point que je ferai là-dessus, c'est sur la question fiscale notamment, c'est souvenir que il y a une théorie qui s'appelle l'autonomie du droit fiscal et qui consiste à dire que c'est pas parce qu'on a une qualification juridique qu'on déduit automatiquement une qualification fiscale. Et ça, c'est important potentiellement dans le domaine de la crypto parce que les qualifications juridiques ne sont pas encore parfaitement établies et qu'il ne faut pas déduire des conséquences d'un raisonnement un peu vieux à des situations nouvelles. Et par exemple, voilà, sur la levée de fonds en token, ok, on vend un token qui est un jeton utilitaire, donc en principe c'est du chiffre d'affaires, TVA, IS, etc. Mais économiquement, on fait une levée de fonds. Et donc, ça peut justifier que fiscalement, on dise ok, on va fiscaliser ça comme une levée de fonds. Et ça, c'est bénéfique pour l'écosystème, l'entreprise qui lève des fonds, elle va pouvoir payer des salariés en France, des prestataires sur lesquels de la TVA va être payée, de l'IS va être payé, etc. Voilà. Et Romain, je pense que ça va aussi aller dans la continuité. Alors oui, mais peut-être un petit peu moins au sens où on a énormément de chance en France et c'est encore plus apparent en ce moment parce que les régulateurs et les institutions politiques sont ouverts au dialogue, ils sont prêts à échanger. C'est des échanges qui sont menés par la DAN et je pense qu'on fait des pas de géant, mine de rien. Quand on regarde notamment ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il est évident que toutes les juridictions ne sont pas prêtes à discuter. Il y en a qui préfèrent frapper. Je pense que oui, il y a des questions fiscales. Je ne suis pas convaincu que les questions fiscales soient les plus importantes, pas parce qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'on a besoin de les déterminer, au contraire, mais parce qu'en France, en fait, pour dire de manière très facile, on paye 30% sur tout, et à un certain degré, au pire, on a payé trop. C'est une exagération, c'est très grossier de le dire comme ça, mais en réalité, en fait, on n'est plus sur de l'optimisation où on cherche vraiment à dire exactement combien on devrait payer sur quoi. Et oui, ce sont des choses importantes, mais ce ne sont pas des choses qui vont empêcher d'opérer. Comparé à, par exemple, au problème de qualification comptable, aujourd'hui, dont on manque totalement, quand on a une DAO, qu'est-ce qu'on met dans quelle case? La plupart du temps, ça ne correspond pas. Et dans un second temps, aujourd'hui, nous, notre DAO, il y a plus de 800 personnes, de dizaines et de dizaines de pays. Si on crée une entité et qu'on dit voilà, bienvenue, c'est en France. Il y en a combien qui vont dire oui, qui vont dire non, et combien n'auront pas le droit de dire oui, parce qu'ils sont dans un pays où en fait la réglementation fait que ça ne peut pas être en place. Et donc on est en train d'essayer de mettre un cadre sur quelque chose où en fait, ce qui est déjà extrêmement complexe, de le faire qu'au niveau français, où en fait c'est des questions qui se posent presque plus au niveau international. Et malheureusement, ce qui commence à faire un petit peu peur, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'on arrive à avoir une coordination internationale sur ça, là-dessus sur les quelques prochaines années à venir. Donc oui, on a intérêt à bien faire en France, parce que si on est capable de bien le faire en France, ce sera un des seuls endroits au monde où on pourra le faire. Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, messieurs. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On avait prévu de laisser 5 minutes de questions-réponses. Bonjour, Benoît Koulécha. Merci beaucoup pour vos avis sur l'organisation de DAO. C'était vraiment hyper intéressant. C'est pas quelque chose dont on discute si souvent que ça. J'ai 2 questions. Donc, par rapport à l'organisation de l'entité juridique qui supporte la DAO, est-ce que l'association peut être un moyen de protéger les membres de la DAO? Je parle en dehors des fondateurs, je parle vraiment des membres.
notamment pour la responsabilité limitée. Et puis deuxième question, vous avez tourné autour, mais bon, je réinsiste quand même. Quand on donne des récompenses à travers la DAO, est-ce que ça peut être, est-ce qu'il peut y avoir de la TVA dessus si c'est entre, par exemple, la DAO et une société en France, ce genre de choses. Et comment vous traitez ça aujourd'hui, comment vous faites par rapport à ça? Merci pour ces questions. Elles sont très très intéressantes, très importantes. Je vais répondre juste à la première, puis peut-être je laisserai répondre sur la seconde. Alors ça dépend vraiment de comment on organise les liens entre l'association et la DAO. Si les deux entités, parce qu'on peut qualifier la DAO on peut dire que c'est une entité. Si les deux entités sont indépendantes, l'association n'offre pas de protection aux participants à la DAO. Ça c'est très important de le noter. C'est pas parce qu'on met une entité juridique que ça va protéger les participants à la DAO. Il y a un cas maximaliste que j'ai jamais vu et que les entrepreneurs qu'on a toujours conseillé ne veulent jamais adopter, c'est de dire on encapsule complètement la DAO dans une association. Là, dans ce cas-là, oui. Parce qu'un membre d'une association n'est pas responsable des actions de l'association. C'est l'association qui est responsable. Si jamais les dirigeants ont fait des bêtises, c'est les dirigeants. Mais le membre de l'association n'est pas responsable. Dans ce cas extrême où on aurait vraiment encapsulé 100% de la DAO dans une association, par exemple en disant un porteur de jetons est membre de l'association, dans ce cas-là, oui, on aurait véritablement... Mais ça soulève d'autres problèmes. Là, on centralise à fond sur l'association. Tous les flux du protocole sont dans le bilan de l'association. Donc, il y a tout un tas d'autres problématiques qui se présentent. Donc, on règle un problème, mais on en crée une dizaine d'autres. Donc voilà, pour la réponse. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que du coup, l'association, voilà, elle pose encore question et que c'est un modèle sur lequel on doit travailler et voir aussi si dans la loi, on ne peut pas trouver des solutions qui balayeraient un peu tout ça. Sur les questions de TVA, à partir du moment où c'est la vente d'un produit, une prestation de service, il y a de la TVA. Donc, et le but justement de l'association, c'est d'avoir cette identité légale qui permet de conclure des contrats et donc de facturer de la TVA quand il y en a ou d'encaisser de la TVA. Donc, nous, par exemple, dans le schéma avec la société de développement informatique, la société de développement informatique facture de la TVA à l'association et donc on paye la TVA. Voilà. Après, c'est à ça que sert l'association en fait. C'est pour résoudre ce genre de situation où si on n'est pas l'association, on pourrait faire des paiements en crypto, mais la personne qui le ferait ou tous les membres de l'association, de la DAO, pourraient être justement tenus de ces dettes fiscales. Donc l'association quand même propose une protection de ce point de vue-là, parce qu'au moins d'un point de vue notamment TVA, aussi IS, on peut bien faire les choses. Donc ça c'est quand même très bien et ça permet de limiter le risque fiscal a priori. Après on n'est jamais sûr, mais en tout cas c'est une bonne solution pour ça. Après, par contre, pour la responsabilité des participants et tout, comme l'a dit Stéphane, ça dépend de comment c'est organisé vis-à-vis de la DAO et si on peut considérer que la DAO c'est une société créée de fait ou pas, où sont les responsabilités, comment sont prises les décisions techniquement. Donc, pas évident et la réponse n'est pas claire aujourd'hui. J'avais une petite question moi aussi, une question un peu polémique. Quand on voit les rapports qui ont été notamment publiés par le GAFI l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, sur la question de la DeFi, est-ce qu'on a encore une capacité à sauver les front-ends qui donnent accès au protocole contre l'application de règles, notamment anti-blanchiment, qui leur imposerait de faire de la KYC sur tous les utilisateurs finaux? Est-ce qu'on a encore une capacité à sauver ça en tant qu'écosystème, ou est-ce qu'on est déjà en train de prévoir le fait qu'ils vont y passer et qu'on va devoir se concentrer sur le fait de sauver les développeurs, de préserver leur liberté et qu'on va devoir sacrifier les front-ends? Question controversée, réponse controversée. Je pense qu'il y a des projets, en tout cas nous c'est des choses qu'on étudie en interne, qui vont être capables de construire l'expertise juridique et technologique pour être capables de hoster de manière légale les front-ends dans les juridictions adaptées. Ça c'est une première partie de la réponse.
Une deuxième partie de la réponse, c'est qu'il y a plein de gens anonymes qui de toute façon ne respecteront pas la loi sur ce sujet, ce que nous n'encourageons pas, bien sûr. Et une troisième chose, c'est qu'il est tout à fait possible de hoster soi-même son front-end sur son serveur. C'est très facile à faire. Il y a plein de super tutoriels sur Internet pour le faire. Donc c'est pas vraiment possible d'arrêter cela. En fait, à un certain degré, ce qu'on va faire, on va avoir l'État qui va venir, qui va censurer le front-end. Ceux-là, vous n'avez pas le droit d'y accéder. C'est un petit peu comme les sites de piratage. Si vous regardez les statistiques, le piratage, il n'a pas arrêté en France. Hein. C'est donc la censure sur Internet, c'est quelque chose qui a toujours très peu marché. Donc je suis curieux de voir l'implémentation. Peut-être qu'on va avoir des choses nouvelles, mais c'est plus les solutions que les conséquences de l'interdiction qui me rendraient perplexe, qui m'intéressent, pardon. Je sais pas s'il y a une réponse, mais le sujet pour moi, c'est que si on prend ce problème-là par ce bout-là, c'est qu'on a déjà perdu. C'est-à-dire que si on se pose la question de savoir si on doit réguler le front-end, que le smart contract est toujours accessible, etc. En fait, c'est juste que les règles en termes LCBFT ou ce qu'on appelle KYC AML de compliance, elles sont juste pas adaptées en fait à cette technologie. Donc, je préférerais qu'on travaille sur la question aujourd'hui de la régulation et de la compliance de ce qu'est le smart contract, de ce qu'est en fait toutes les decentralized applications, enfin bref, ce qui fonctionne sur blockchain, plus que de se dire voilà, est-ce qu'il y a une responsabilité de celui qui héberge le front, est-ce qu'on est obligé de mettre un oracle avec chain analysis derrière qui contrôle le wallet qui va s'y connecter. Vraie question, je préférerais qu'en fait le GAFI, au lieu de dire on va aller chercher le développeur qui est au Venezuela parce qu'il a développé une application sur laquelle aujourd'hui il n'a plus aucune responsabilité parce qu'il a acheté la clé, je préférerais que le GAFI se dise bon bah voilà, est-ce qu'on ne développe pas en fait des standards avec du ZK ou des moyens de rester anonyme et de prouver en fait son identité dans des protocoles qui sont pas totalement permissionnés mais qui sont pas totalement permissionless, et qu'on arrive à un nouveau standard en fait d'échange de valeurs où on protège l'anonymat, on protège le pseudonymat, on n'est pas contrôlé par des entités centralisées ou étatiques, et on est en capacité d'avoir, lorsqu'il faut superviser parce qu'il y a des crimes, il y a des délits, etc., parce qu'on veut quand même conserver un ordre public, en tout cas dans nos juridictions, on a les moyens, sans être attentatoire aux libertés, d'avoir des modèles de KYC ou de compliance. Mais c'est vrai que si on en est à se dire, en fait, on est obligé de créer des fronts qui sont pas ceux développés par l'application, c'est qu'en fait on a déjà perdu le combat, et je pense que c'est vraiment le truc à expliquer aux régulateurs. Et ce qui était vraiment néfaste dans ce que tu évoquais, c'est-à-dire le rapport du GAFI de 2021 ou 2022, où clairement le point d'entrée était absolument mauvais, et il n'y avait pas d'ingéniosité intellectuelle, il n'y avait pas de compréhension faite de ce qui arrivait, et on voulait simplement transposer de la régulation traditionnelle d'acteurs ultra centralisés en disant bon bah si ça ne rentre pas dans ce schéma de pensée, bah, ça veut dire qu'on doit l'interdire tout simplement. Donc je pense que voilà, il faut convaincre le régulateur. Je pense qu'il n'y a pas eu ce travail qui a été fait, on évoquait là sur MiCA, ou toutes les règles de lutte anti-blanchiment. Je trouve que le régulateur est très en retard là-dessus, parce que les nouveaux standards, les nouvelles guidelines ne prennent pas en compte en fait ce que technologiquement, quelles sont les contraintes à la fois technologiques, mais aussi quelles sont les opportunités technologiques que ces technologies permettent. On a des boîtes en France qui font du ZK, qui est absolument une réponse très très forte, et surtout qui permettent de garantir certains standards en termes de liberté qu'on défend dans nos démocraties, et aujourd'hui force est de constater qu'on tend plutôt vers de la prohibition et du contrôle absolu en fait des transactions dans un monde qui est clairement prohibitif pour certaines libertés individuelles. Donc ouais, je pense qu'il faut inciter à la fois l'écosystème d'ailleurs à promouvoir des nouveaux standards. J'en vois pas suffisamment d'ailleurs sur ce sujet, mais très clairement les standards qui sont évoqués actuellement, même si on a des outils de compliance, ne sont pas les bons. En tout cas, ils sont inefficaces. J'ai une question qui est plus politique. Enfin, on voit qu'il y a plutôt une bonne dynamique en France. Les retraites Alors, pas les retraites, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne dynamique en France sur le dialogue avec le régulateur, le dialogue avec le gouvernement. À quel point est-ce que ça, c'est sensible, d'une part avec le crackdown de la SEC qu'on observe actuellement, où le régulateur américain commence à devenir vraiment complètement anti-crypto, et est-ce qu'on n'est pas sensible à des pressions qui pourraient venir de ce régulateur
où on peut avoir l'impression qu'il essaie de tuer la crypto dans l'œuf. Et d'autre part, à quel point est-ce qu'on est sensible à l'alternance, à la fois en France et aussi au niveau européen, parce que ma compréhension c'est que le MiCA de la DeFi, ça va être discuté une fois que le Parlement européen aura changé. Et puis on voit régulièrement aussi des députés qui s'inventent un amendement sans vraiment comprendre ce qui se passe en crypto. Donc à quel point est-ce qu'on est sensible à ces risques ? Je vais donner mon point de vue politique et puis après je laisserai plutôt les acteurs économiques en juger. Moi, il a fallu attendre que je quitte la politique pour avoir ce contre-pied. C'est-à-dire que j'ai toujours promu la position du régulateur américain qui était plutôt pragmatique à l'époque en disant il faut regarder quand même ce qu'il fait. Et puis là, je me trouve dans une configuration où je dis bon, c'est plutôt bien ce qu'on fait, mais en soi, j'ai plus de responsabilité politique. Donc, non, je trouve que déjà, je comprends pas ce que font les Américains sur le sujet. Je vois bien ce qui s'est passé avec FTX, je vois bien que les intérêts américains ont été un peu challengés, je vois bien qu'il y a eu des problèmes liés aux investisseurs américains, et donc je pense qu'il y a une volonté de clairement mettre le haut là. Après, les dernières dispositions, en tout cas les décisions du régulateur américain, elles sont assez incompréhensibles parce que elles ne sont pas dans la demi-mesure. Tout va rentrer dans le oui test, on va poursuivre tout le monde, même des acteurs qui défendent une forme de souveraineté américaine. Donc on n'est pas habitué à voir ce type de position de la part du régulateur. Je ne comprends pas bien politiquement ce qui motive tout ça. Peut-être qu'on le verra dans quelques mois, années. Est-ce que c'est des logiques internes, de rapports de force entre institutions, régulation? Est-ce qu'il y a des logiques vraiment politiques ou économiques derrière? Je ne sais pas. Force est de constater que je pense qu'on n'est pas si sensible que ça. Autant on n'est pas si sensible lorsque le régulateur américain est pragmatique et nous on a tendance parfois à s'enfermer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on réponde aux injonctions du régulateur américain. Reste que quand même les grosses boîtes de cet écosystème sont plutôt anglo-saxonnes, donc ça va quand même faire du mal à l'écosystème au global, au niveau international. Reste que ça nous laisse la possibilité de tirer une épingle du jeu qu'on n'a pas su tirer, parce qu'on se raconte ce qu'on veut, mais enfin bon, même si on a des cadres réglementaires depuis le début, on n'a pas d'énormes acteurs d'écosystème qui ont réussi à émerger en Europe, et donc il y a un enjeu de créer aujourd'hui les leaders qui feront quand même que l'Europe sera souveraine sur les questions infrastructures du Web3. Donc je pense que si c'est pas maintenant, ça ne sera jamais, parce qu'on a une chance inespérée que les Américains nous offrent en fait actuellement. Voilà, je ne saurais pas dire si demain le politique français va changer d'avis parce que le régulateur américain lui change d'avis. Reste quand même que les textes européens ne sont pas très encourageants. Ils démontrent clairement une incompréhension de comment ça fonctionne. Un peu de paresse intellectuelle et peu de vision politique sur clairement l'outil technologique et ce qui permet de faire demain. Et donc, il reste beaucoup de pédagogie, un grand chapeau à ce que fait la DAN, mais aussi d'autres structures européennes, parce qu'il y a besoin en fait, d'éduquer en fait, le décideur politique. Et de tout temps, de toute façon, vous aurez des parlementaires qui ne comprennent rien, qui vont aller défendre des amendements. Parfois, c'est bien parce que c'est des amendements que nous poussons et donc qui vont dans notre sens. Parfois, c'est plutôt des amendements qui sont issus d'autres lobbies ou d'autres secteurs qui ne veulent pas que ça bouge. Reste que ça reste toujours de toute façon un rapport de force. Et je pense que pour gagner ce rapport de force, c'est la démocratisation. Il faut convaincre en fait les utilisateurs de l'intérêt économique tous les jours, des nouveaux produits qu'on développe. Et ça, c'est la première chose en fait à convaincre. C'est ce qui fera que le rapport de force sera gagné. Et si on n'arrive pas à passer de ce qui est la technologie à vraiment un cas d'usage concret tous les jours au quotidien, je pense qu'on perdra en tout cas la bataille, parce qu'il y en a plein d'autres qui veulent tuer cette technologie dans l'œuf. Donc c'est en gagnant cette démocratisation que je pense qu'on gagnera aussi le combat politique et cette capacité de faire changer les règles. Et le fait qu'aujourd'hui 10% des Français, ou un peu plus, je ne sais plus, 8 ou 10%, détiennent des cryptos, c'est un très bon signe. C'est un signe qui démontre quand même qu'il y a un appétit sur la question et qu'on va pouvoir continuer à convaincre des gens sur l'utilité en fait, de notre écosystème. Totalement d'accord avec Pierre là-dessus. Je pense que, en fait, effectivement, sur le court terme, c'est très politique et ça dépend du gouvernement en place. On le voit avec les États-Unis qui est très hostile. En France, on a la chance aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui travaille avec nous et qui travaille pour améliorer les choses. Donc ça, c'est très positif. Voilà, Gary Gensler à la SEC, il a encore 2 ans de mandat. Est-ce qu'il sera renommé? On ne sait pas. Ça dépend des élections présidentielles américaines, etc. Donc sur le court terme, c'est très politique. Après, comme le dit Pierre, sur le long terme, en fait, ça dépend de l'adoption de la technologie. Et si une majorité de gens l'utilisent, on trouvera les solutions législatives et autres. Et après, je nuancerai sur
les textes français et européens qui sont sortis et les positions des régulateurs, je trouve que, alors c'est pas parfait, mais il y a quand même voilà, un certain travail qui est fait, il y a des cellules spécialisées qui sont mises en place, et c'est pas évident aussi pour le régulateur parce qu'il faut trouver un compromis entre ce que nous on voudrait avoir, il faut l'intégrer avec les autres, parce que les acteurs de la finance classique qui aujourd'hui voient arriver ces nouvelles choses, bah, eux ils ont dû payer des agréments, des systèmes très coûteux pour respecter la loi. Et ça se comprend aussi qu'ils veulent qu'on ait des règles aussi pour qu'on joue un peu sur le même terrain. Donc voilà, je trouve que le compromis globalement avance dans le bon sens. Par exemple sur Mika, je trouve qu'ils ont repris par exemple le modèle du white paper quand on fait une offre de jetons. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de la pratique. Et du coup le travail qu'on fait de pédagogie avec la DAN, d'expliquer ce qu'est la pratique, parce que la pratique fait déjà beaucoup de choses pour œuvrer dans le sens de la transparence. Bah, ça c'est des choses qui peuvent être reprises demain. Par exemple, nous, chez Morpholabs, avec le protocole Morpho, ce qu'on fait, et ce qui est une pratique entre guillemets, enfin, en tout cas, ce qui est une bonne pratique, je pense, c'est d'auditer le code open source qui est sorti. Et on paye et on dépense beaucoup d'argent pour que le code soit audité par des boîtes spécialisées dans l'audit technique, donc technologique du code. Et ça permet d'éviter des situations où où un code va être publié et mis en ligne. Et en fait, il y a une backdoor qui permet de voler tous les fonds qui vont être mis sur le smart contract, parce que la boîte d'audit va voir ça a priori. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qui peuvent être reprises d'une façon ou d'une autre dans la loi. Et donc c'est à nous de montrer que on a déjà ces bonnes pratiques, on les met en place et de les expliquer aux régulateurs pour que ce soit reprise. Je veux juste rajouter quelque chose de très rapide sur la sensibilité aujourd'hui des politiques et des régulateurs. Et en tout cas, nous, c'est un pari qu'on fait, je pense qu'on ne va pas être les seuls. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des gros projets, que ce soit entre la crypto et la finance traditionnelle ou en finance décentralisée, ce ne sont pas des projets américains. Si on vous parle de suprématie américaine en crypto, c'est un mensonge. Aujourd'hui, le plus gros échange, c'est Binance. Ils sont chinois. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, ils ne sont pas américains. FTX n'existe plus. Coinbase n'est pas si gros que ça. Huobi, ils sont coréens. Donc là, on parle des échanges centralisés. Maintenant, on regarde les plus gros protocoles. Lido, ils ne sont pas européens. Ils sont russes et européens. Aave, ils sont européens. On va regarder Curve, ils sont suisses. Il y a Uniswap qui est américain. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est que l'industrie crypto n'est pas aux États-Unis. Sûrement, il y a des incorporations, des entités qui sont aux États-Unis. Mais quand on parle de la sensibilité politique, si vous regardez en France, Circle vient d'annoncer qu'il venait en France. Binance ont leur QG européen en France. Il y a de plus en plus de gros projets qui sont en train d'émerger de la France. On a parlé de beaucoup de projets qui sont basés en Europe. Il y a une entropie qui est en train de se créer autour de la France, mais plus globalement au niveau de l'Europe, qui, je pense, peut jouer un coup sur la sensibilité des politiques et plus globalement parce qu'il y a un mouvement qui favorise aujourd'hui l'écosystème dans ces régions-là et qui a une question d'attractivité industrielle et économique intéressante. Dernière petite question et après on passera au cocktail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement quand on sera au cocktail. Bon, c'était une super question Cyril, merci de la poser parce que c'est vrai que l'écosystème est vraiment dépendant de tout ça. Moi je vais revenir un peu plus, désolé, terre à terre et parler de flux financiers. On a parlé de TVA tout à l'heure, donc de la conséquence de la contractualisation entre deux entités qui sont incorporées et qui ont une personne morale. Mais la première question, comment intégrer comptablement les transferts DAO vers association dans le cas de l'incorporation française que vous avez mentionné? Et deuxième question qui va un petit peu en prolongement, j'aimerais bien avoir une comparaison entre, du coup, les liens de suivi de cette dotation financière, donc de budgétisation de missions auprès de l'association, des deux modèles entre Morpho et Paladin, étant donné que, bon, on peut imaginer que les dons affectés à mission, ça peut être un véhicule intéressant, mais ensuite, comment est-ce que ce qui se passe au niveau de la DAO, sans contractualisation réelle, se répercute au niveau de l'association? Quels sont les modèles possibles? Comment est-ce que vous avez pensé ça? Je vais essayer de répondre à la première question qui est particulièrement compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, deux entités, donc l'association et la DAO. Donc, qui dit deux entités, deux multisig, et donc des actifs ségrégés d'un côté et de l'autre. D'un côté, c'est que nécessairement on-chain, de l'autre côté, ça peut être on-chain et off-chain. Pour imaginer des flux de la DAO vers l'association, à supposer que ce soit nécessaire, ça ne sera pas forcément nécessaire, parce qu'en fait, l'objectif de l'association, c'est de développer la DAO, mais une fois que la DAO existe, elle peut ne plus avoir besoin de l'association. Donc voilà, mais à supposer qu'il y a un flux qui soit nécessaire, je pense qu'on se reposerait sur des notions de droit civil
Donc, on a parlé de la société créée de fait pour la DAO. Je ne sais pas si c'est une qualification qui serait retenue par un juge, mais le mandat, c'est aussi du droit civil. Donc, le mandat de la DAO vers l'association, c'est possible, et ce mandat peut être auquel on peut ajouter un dépôt, et ce dépôt qui soit mis au travail. Donc voilà, c'est vraiment des qualifications de droit civil. Le mandat, le dépôt, on peut imaginer ça. Et ensuite, sur les régimes fiscaux attachés à l'association, alors pour avoir regardé un petit peu les choses, le régime de non-lucrativité peut paraître très intéressant, puisque pas d'IS, pas de TVA, mais les critères pour en bénéficier sont très 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 stricts. Et généralement, quand on fait de la finance décentralisée, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mais on peut aussi imaginer des DAO sociales, solidaires, ESG, green, à impact ou autre. Et là, peut-être qu'on peut imaginer d'ajouter des dispositifs fiscaux sur l'association elle-même pour aller chercher de la non-lucrativité, pour aller chercher du statut d'intérêt public. Et là, on peut leverager des dispositifs fiscaux qui peuvent être intéressants, à supposer que l'objet de l'association fonctionne avec ce type de dispositif. Du coup, nous, chez Morpho, en fait, sur ces questions comptables et fiscales, justement, l'association, comme je disais, elle nous sert à ça. Enfin, on répertorie tout ce qu'on peut répertorier, on le répartit au niveau de l'association. Et on déclare, du coup, tout ce qu'on a déclaré. Et comme ça, là-dessus, on limite le risque fiscal comptable. Et voilà, on travaille avec des comptables, les Mères Capital, qui aussi travaillent avec nous pour comprendre ces choses-là et essayer de le faire, ce qui n'est pas facile parce que notamment, il y a beaucoup de transactions qui peuvent être effectuées en crypto, tout est répertorié, etc. Donc, des fois, de démêler tout ça, c'est compliqué. Il y a des logiciels, il y a Cryptio, etc., qui aident. Mais donc, nous, on sert vraiment de l'association pour avoir cette identité fiscale, comptable et tout répertorié. Juste pour préciser, dans votre cas, c'est l'association qui a levé les fonds. Voilà. Les tokens ont été vendus avec un contrat de vente de tokens conclu entre l'association et l'acheteur. Et encore une fois, l'association sert à donner cette identité juridique parce que l'investisseur, en fait, s'il voudrait acheter, il lui faut un contrat. Donc il faut, donc du coup, l'association est utile pour ça. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphane, en fait, c'est cette question de quelle est la relation exacte entre l'association et la DAO. On ne sait pas. Est-ce que c'est une entité qui englobe parfaitement? Pas forcément. Enfin, en tout cas, on ne sait pas. Est-ce que c'est un mandat? Peut-être. Est-ce que c'est une forme de trust, c'est-à-dire qu'on confie un patrimoine à un trustee qui a la charge de le gérer pour un bénéficiaire qui pourrait être les token holders? Enfin, toutes ces choses-là, on ne sait pas forcément. À mon avis, ça va être difficile de les résoudre parce qu'on va forcément tomber sur des complications dans chaque catégorie. Donc voilà, pour ça que l'idée d'une loi ad hoc, ça peut être intéressant à explorer, mais encore une fois, c'est pas facile. En tout cas, je pense que si, du point de vue régulateur, si les questions fiscales et comptables sont gérées avec l'association, c'est déjà un énorme truc qui est réglé, parce que ça veut dire qu'on contribue comme tout le monde et qu'on paye des impôts comme tout le monde et qu'on ne cherche pas à utiliser la DAO pour contourner le système. Voilà. Après, il y a juste l'incertitude sur la responsabilité des participants qui, là, on ne sait pas trop au niveau de l'association encore. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser pendant le cocktail. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient demandé. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un point. La réalité, c'est sur les questions qui étaient posées, il y a énormément d'incertitudes. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de dire. C'est dur de donner une réponse concrète et l'objectif, c'est pas d'être la langue de bois. On adorait. On paierait. Je pense qu'il y a beaucoup de projets ici qui paieraient très très cher pour avoir la réponse. Mais tant qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y aura pas de réponse définitive. Et donc la seule solution, c'est de faire avec les moyens du bord. Donc le modèle de l'association, essayer de déclarer et de réglementer le plus possible avec. C'est, je pense, ce qui paraît optimal en l'état actuel des choses. Nous, chez Paladin, on souhaite vraiment que l'association ne représente pas dans son entièreté la DAO, parce qu'on pense que ça crée des problèmes de... j'ai pas le mot exact, mais je suis sûr, enfin, on a eu ce dialogue avec certains membres de notre comité qui ne souhaitent pas être dans la législation, dans la réglementation française parce qu'ils ne sont pas de ce pays-là, qu'ils ont déjà leurs impôts à payer, par exemple, aux États-Unis. Donc en plus, ils ne veulent pas avoir des strates qui se rajoutent. Du coup, nous, on aimerait avoir une qualification sur l'activité qui est en France, qui se fait, qui paye ses impôts, qui respecte cette réglementation-là, et le reste, ce qui n'appartient pas finalement à la juridiction française, d'être traité par la réglementation s'il existe un jour quelque chose comme la Mercato. Et donc l'idée pour faire ça et pour le mettre en place, je pense que c'est
la chose sur laquelle on peut finir, c'est que tout ce qui est autonome, tout ce qui tourne par lui-même sur du smart contract, à partir d'un certain moment, on est peut-être moins sur des questions de juridiction. C'est ce qui arrive après le smart contract. Là, on devrait se poser des questions. Merci à tous.